Bonsoir José Bonéem. Bonsoir Alain. Alors on est ici à Montréal et puis pour parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et plus précisément en RDC. Alors toi-même tu es géographe, hein, si je me trompe pas, et tu es installé au Canada depuis un certain nombre d'années. Tu peux Une dire quarantaine d'années. deux mots sur ton activité professionnelle déjà pour commencer. Bien, merci. Comme activité professionnelle au Canada, j'ai commencé par l'enseignement, donc professeur des universités et des collèges. Et par après, je suis allé à la fonction publique, où j'ai été haut fonctionnaire. J'ai dirigé des régions au niveau du ministère des Ressources naturelles du Québec. Et c'est là-dessus que j'ai terminé ma carrière professionnelle au Québec et je la continue à l'international comme consultant et comme formateur de formateurs. Alors tu es aussi congolais. Et ce qui se passe au Congo, ça t'interpelle depuis de nombreuses années. Dernièrement, on a vu reprendre un certain nombre de tensions entre le Congo et le Rwanda, avec aussi cette milice du M23. Finalement, ça fait des années que ça dure, hein, les tensions, les problèmes dans cette région. Elles sont souvent mises sur la question des ressources, notamment. Du sol, du sous-sol. Comment tu vois ce problème récurrent au Congo? Bien, merci. Effectivement, ce qui se passe au Congo, bien que je suis depuis très longtemps à l'extérieur, m'interpelle. À preuve, j'ai écrit un livre en 1995, les 2 dernières années avant que le Zaïre devienne le Congo. Et la réalité reste la même d'ailleurs. Donc ce qui est écrit dans le livre interpelle ceux qui gèrent le Congo aujourd'hui. Le livre s'intitule Zaïre, le sous-développement viscéral. J'avais déjà prévu ce qui allait se passer en Afrique, et notamment en Afrique centrale, dans le cadre de la géopolitique. La situation actuelle au Congo, elle dure depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Très précisément depuis l'arrivée au pouvoir de AFDL avec M. Kabila qui a remplacé Mobutu. Sauf que cette arrivée n'est pas venue sous une impulsion nationale intérieure, mais plutôt appuyée par les puissances régionales, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, et à cette époque-là, il y avait même l'Angola dans ce camp-là. Mais aujourd'hui, que l'on parle de la situation précaire à l'est de la République démocratique du Congo, en essayant d'expliquer par les ressources, c'est tout à fait vrai. Mais il n'y a pas que les ressources. C'est-à-dire qu'il y a une stratification de problèmes. Il y a le problème de ressources, mais il y a aussi le problème territorial et le problème démographique. Je commence par démographique brièvement. C'est que le Rwanda, c'est un trop-plein. Il est plein comme un œuf. Il n'y a pas de place, même pour une aiguille. D'où il faut que le trop-plein de la population rwandaise se déverse quelque part. Et au lieu de se retrouver à traverser la Méditerranée, comme font beaucoup d'autres immigrés, non, c'est à traverser la frontière de la RDC. Et ça a créé un problème de Tutsi Banyamulenge. Or, vous remarquerez bien, je n'entrerai pas dans les détails, que la question des Tutsis est un faux problème. Parce que le Congo, depuis Léopold II, qu'il ait vendu ou qu'il ait cédé le Congo à la Belgique, ce n'est pas la question, mais cette question est réglée parce que, avant même la colonisation belge, on avait produit la carte ethnique, tribale, de la République démocratique du Congo, plutôt de l'État indépendant du Congo, qui était une propriété du roi Léopold. Et là-dedans, il n'y a pas une tribu que l'on appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Ça, c'est venu après. Et la preuve encore, c'est que le Congo est structuré, la société congolaise est structurée tribus. Il y a des tribus. Or, la société rwandaise est structurée communauté.
Alors voilà que maintenant on parle de la communauté Banyamulenge, communauté des Tutsis congolais. Ce qui est quelque chose de faux dans le tissu social congolais. Là, on parle plutôt des tribus, et non pas des communautés. Deuxièmement, question territoriale. Effectivement, c'est la question démographique qui empiète sur le territorial. Le Rwanda a des visées à vouloir étendre son territoire. Mais enfin, la question de ressources, qui est d'ailleurs la plus éruptive, c'est que le Rwanda a bâti son développement sur les ressources venant du Congo, qui lui rapportent, je ne veux pas aller dans ces détails-là, mais qui lui rapportent beaucoup au niveau de son chiffre d'affaires. Donc, le Rwanda ne lâchera pas. Il faut qu'il y ait une solution. Et je crois que le président actuel du Congo avait essayé de faire quelque chose pour aller de gré à gré, des arrangements avec le Rwanda. Mais ça a échoué, ça n'a pas marché, parce qu'il y en a qui veulent plus que ce qu'on leur donne. Mais il faudra que les experts s'assoient et examinent le problème du Congo, de l'Est du Congo, sur base de ces 3 strates: démographique, territoriale, ressources. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une grande hypocrisie dans cette affaire-là? Parce qu'on ne peut pas réduire cette problématique au Rwanda, au Congo. Les entreprises qui vont exploiter notamment les ressources, les matières premières, ces entreprises occidentales, au fond, qui sont européennes, américaines, de différents pays, est-ce que la communauté internationale n'a pas une énorme responsabilité, en fin de compte, dans cette affaire? Bien, la communauté internationale a une responsabilité énorme. On sait si que il y a d'abord les multinationales qui vont faire affaire avec le Rwanda et qui équipent le Rwanda et l'armée rwandaise pour pouvoir agresser l'Est du Congo, afin que ces entreprises continuent à faire des affaires sur des territoires congolaises, mais occupés par le Rwanda avec ses supplétifs M23. Mais il y a aussi des États. Et j'arrive à un niveau de lecture que beaucoup ne font pas. C'est-à-dire, le Congo, c'est une ancienne colonie belge. Qu'est-ce que c'est que la Belgique? Sur l'échiquier international des puissances, 0. La Belgique n'est pas une puissance. À côté, tu as le Rwanda qui fut aussi, après la défaite allemande, c'était devenu une colonie belge. Mais aujourd'hui, le Rwanda s'est inscrit plutôt dans le registre des anglo-saxons. Le Rwanda est dans le Commonwealth. Le Rwanda a changé l'enseignement au Rwanda, ça se passe en anglais. L'administration se passe en anglais. Et donc, le Rwanda est parrainé par les puissances anglo-saxons. Or, le Zaïre, qui devient aujourd'hui le Congo, par le fait que la Belgique n'est pas une puissance, le Zaïre s'est inscrit, s'est inséré, s'est protégé sous les ailes françaises. Et voilà que la France n'est pas à la hauteur, la France d'aujourd'hui n'est pas à la hauteur de soutenir le Congo face à la dynamique anglo-saxonne qui est derrière les multinationales qui sont derrière le Rwanda. En ligne de mire, ou bien le Congo tombe dans le giron des anglo-saxons, il y aura la paix, et assez rapidement, ou bien on démantèle le Congo. Et une partie devrait aller aux anglo-saxons. Et laquelle? La partie la plus nantie en ressources. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution, comme issue demain pour arriver d'une part à stopper les violences, les tensions, et arriver peut-être à une meilleure répartition des ressources, une répartition plus juste et plus équitable? Oui, ici la question se pose, c'est de savoir qui sont les protagonistes. Si les protagonistes sont les populations locales, la question est facilement réglée. Et les protagonistes sont ici des États. Et lesquels?
le Rwanda très belliqueux face à, pendant 3 décennies, une République démocratique du Congo mal organisée, désorganisée, et donc le Rwanda avait la haute main. Ou bien, il faut établir l'équilibre à ce moment-là. À partir du moment où l'équilibre est établi et que le Rwanda ne se croit plus avoir la haute main sur le Congo, à ce moment-là, on appelle tout le monde autour de la table. On s'assoit et on règle le problème, d'égal à égal. Et non pas au moment où le Rwanda pense qu'il a une certaine mainmise sur le Congo par l'infiltration des renseignements, par l'infiltration de l'armée, par les 30 décennies, pardon, les 3 décennies de désordre et de corruption qui ont prévalu au Congo. Merci pour ces explications, José. À très vite. Merci Alain.